Welcome back to the program. We are here with Stanislav Krapivnik. Merci beaucoup d'être revenu à l'antenne. And Russia in Ukraine. So thank you very much for coming back on. Merci. So one would think over the past. On pourrait donc penser qu'au cours des 4 dernières années, on peut remonter à 2021, il y a eu une recherche de ce à quoi pourrait ressembler un éventuel accord de paix. Du côté ukrainien, il souhaiterait une certaine dissuasion vis-à-vis de la Russie, ce qui est compréhensible. La Russie, de son côté, veut s'assurer que l'Ukraine ne soit pas utilisée par l'OTAN comme un instrument contre elle, ce qui est également compréhensible. Et c'est pourquoi il est très difficile, dans ce type de compétition sécuritaire, de parvenir à un accord. Maintenant, si nous avions conclu un accord en 2021, l'équilibre était alors différent, car les armes ne s'étaient pas encore fait entendre. La Russie était essentiellement disposée à permettre la réintégration de l'ensemble du Donbass dans l'Ukraine en échange de la neutralité. Mais bien sûr, en avançant rapidement jusqu'en 2025, le monde paraît désormais très différent. Et oui, un règlement politique pour mettre fin à la guerre et établir un statu quo reste extrêmement important pour stabiliser la ligne de front entre l'OTAN et la Russie. Mais il semble que plus la guerre dure, plus cet objectif s'éloigne, car le plan en 28 points, que, oui, évidemment, tout le monde a lu, est désormais un plan en 19 points. En somme, il s'agit de faire davantage de concessions à l'Ukraine pour rapprocher Zelensky. Comment comprendre cela? Eh bien, commençons par le plan en 28 points. Nous ne savons pas encore grand-chose des 19, mais je suppose qu'il vise à rallier les Européens et Zelensky. Eh bien, tout d'abord, à mon avis en tout cas, ce prétendu affrontement entre Trump, les Européens et Zelensky n'est que du théâtre kabuki, rien de plus. Ce sont des ombres chinoises. Il n'y a qu'un seul plan, qu'il présente 28 points, 58 points, peu importe le nombre. Si on y regarde de plus près et qu'on réfléchit un peu au-delà de ce qui est écrit, c'est 27 points sur 28 qui équivalent à une reddition pour la Russie. Rien n'est vraiment garanti. Le seul point qui ait une réelle valeur et qui ne devrait même pas figurer dans ce document concerne le contrôle de la prolifération nucléaire, que les États-Unis désignent sous le nom de START-1 et d'autres accords. Mais il n'y a pas d'autres accords. Les États-Unis se sont retirés de chacun d'entre eux. C'est le dernier. Et les États-Unis perdent lamentablement sur tous les fronts, y compris celui des armes nucléaires. Ils s'en sont retirés parce qu'ils pensaient, avec arrogance, « Nous allons dominer la Russie, la Chine et tout le reste, parce que nous sommes la superpuissance avec les super fusées. » Je crois que c'est ainsi que Trump l'a formulé. Les super fusées capables d'aller partout, de tout faire et d'avoir la plus grosse explosion, pour reprendre son langage. Mais en réalité, la force nucléaire américaine est en déclin extrême et il n'y a pas grand-chose que les États-Unis puissent faire. Tous ces programmes, y compris ceux de modernisation des armes pour la guerre conventionnelle, sont avant tout des moyens de s'enrichir, de la corruption pour les politiciens et non des mesures de défense nationale. Et cela fait de nombreuses décennies que ce n'est plus le cas. Mais ce plan, si vous y regardez de plus près, comporte 27 points de capitulation russe, y compris le fait que la Russie devrait modifier son ordre constitutionnel, changer la constitution elle-même et réformer son système éducatif. Parcourez-le simplement. Il appelle en substance la Russie à se détruire elle-même, à arracher ses propres fondations et à attendre d'être attaquée. Vous savez, les premiers et derniers points sont les meilleurs. Parce qu'au fait, le dernier point dit, et je vais le lire mot pour mot, une seconde. Le dernier point. Ouais, c'est le feu. Oui, une fois que toutes les parties auront accepté ce mémorandum,
Le cessez-le-feu prendra effet immédiatement après que les deux camps se seront mis d'accord sur les points à mettre en œuvre pour commencer l'application de l'accord. Tout d'abord, un mémorandum est une lettre d'intention. Ce n'est pas contraignant. Ce n'est pas un accord. Je veux dire, en tant que directeur de la chaîne d'approvisionnement, je signe des contrats d'une valeur de 150, 180 millions de dollars. J'ai signé des lettres de mémorandum sur certaines choses. Elles ne signifient rien. Ce ne sont pas des documents juridiquement contraignants. Ça veut simplement dire, eh bien oui, on y a un peu réfléchi et on va aller dans cette direction et peut-être finir par établir un contrat et un accord. C'est tout ce qu'ils sont. Mais le fait est qu'on en revient au cessez-le-feu, ce que Moscou a catégoriquement refusé. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ils ont déjà convenu que la fin des hostilités interviendrait lorsque les accords de paix seraient signés, quels qu'ils soient, sous quelque forme que ce soit. Donc, dès le départ, le 20e point annule les 27 autres, car il montre que tout cela est sans importance. Mais le premier point, c'est que, dès le début, on comprend de quel type d'accord il s'agit. La souveraineté de l'Ukraine sera confirmée. Par qui? La Russie? La Russie n'est pas le maître de l'Ukraine. Les États-Unis ont clairement déclaré, juste devant Rubio, que nous menions une guerre par procuration. Alors, qui est le proxy? L'Ukraine. Par nature, un proxy ne peut pas être un État souverain. C'est un État contrôlé, une force contrôlée utilisée par une autre puissance ou un groupe de puissances pour exécuter leurs ordres. Donc, la souveraineté de l'Ukraine sera confirmée, par qui encore une fois? L'Ukraine, par la Russie. Confirmons et créons réellement une Ukraine souveraine par l'Occident, ce qui n'arrivera jamais. C'est un proxy, une marionnette, et la situation ne fera qu'empirer à partir de là. C'est un point intéressant, cependant, car toute l'idée de restaurer la souveraineté de l'Ukraine est un argument raisonnable si l'on veut que l'Ukraine serve de zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Mais, comme vous le soulignez, il existe de solides preuves que sa souveraineté a été affaiblie après 2014. Les principaux médias aux États-Unis ont même reconnu que les États-Unis, selon les termes du New York Times et du Washington Post, avaient commencé à reconstruire les services de renseignement ukrainiens à partir de zéro pour en faire un partenaire contre la Russie. Nous avons le procureur général d'Ukraine, qui a été remplacé après que Biden l'a renvoyé, ce qui soulève également une question de souveraineté. Il a ensuite déclaré que tous les nouveaux responsables gouvernementaux devaient être approuvés par Washington. Et même les Américains ont placé leurs propres personnes à des postes clés, comme le ministre des Finances, un citoyen américain qui avait travaillé pour le département d'État des États-Unis avant de prendre le poste de ministre des Finances en 2014. Quant aux agences de renseignement, nous connaissons leur influence. La planification militaire vient de généraux américains basés en Allemagne. Dans la société civile, nous l'avons également constaté avec les ONG et le financement de l'USAID. Je crois qu'environ 90% des médias ukrainiens fonctionnent désormais grâce à un financement américain. Donc, l'idée selon laquelle la souveraineté signifie être sous la coupe de Washington est plutôt erronée. De mon point de vue, je me réfère toujours à 2019, car c'est à ce moment-là que les Ukrainiens ont pu voter, et ils ont voté à 73% pour une plateforme de paix. Ensuite, il y a eu des militants d'extrême droite, formés par les États-Unis, qui ont menacé Zelensky, et des ONG financées par l'Occident, qui ont tracé des lignes rouges, affirmant qu'il était impossible de mettre en œuvre ce pourquoi les Ukrainiens avaient voté. Donc, à un moment donné, il faut se demander, que signifie réellement la souveraineté? Ce serait bien que l'Ukraine ait une certaine souveraineté, mais il faut reconnaître que c'est une question de compromis.
On ne peut pas simplement le placer sous administration américaine. Cependant, comment comprendre l'opposition européenne dans ce cas? Parce que les Européens ont élaboré leur propre proposition de paix. Et vous savez, si vous lisez les journaux aujourd'hui, les journaux occidentaux bien sûr, ils vous diront que l'Europe a présenté un plan de paix que la Russie a rejeté, qu'elle a choisi la guerre. Mais si l'on examine réellement le plan de paix européen, il apparaît très différent. En fait, de ce point de vue, le plan de paix en 28 points est un plan de paix pro-russe. Alors comment comprendre la contribution européenne à la paix dans ce contexte? Eh bien d'ailleurs, la ministre de la Santé publique était aussi américaine, et son travail consistait essentiellement à démanteler la santé publique, ce qu'elle a très bien fait. Elle a supprimé tous les services financés par l'État, tout privatisé, rendu les soins extrêmement coûteux, et cela élimine la classe des retraités, car ils finissent simplement par mourir. Ils ne peuvent plus se permettre de se soigner. Et cela permet, d'une certaine manière, de faire des économies pour l'Ukraine. Maintenant, il parle de les mobiliser, donc ils mourront encore plus vite. Zelensky a même signé un décret autorisant les personnes de plus de 60 ans à être appelées sur le front. Voici votre déambulateur, monsieur de 80 ans. Tenez-vous là et prenez une balle pour le pays. Mieux que de payer pour vos médicaments. C'est à ce niveau-là. Je veux dire, je le dis avec un peu d'humour noir, mais c'est en réalité un génocide des groupes d'âge et des classes qui est en cours, mené par l'Occident, directement par l'Occident et ses marionnettes. Nous sommes un pays fauché. Nous allons économiser de l'argent en éliminant les personnes âgées. Ce sont des bouches inutiles à nourrir. C'est essentiellement ce que nous voyons et entendons depuis environ 2015 ou 2016. Et la situation ne s'est pas améliorée. Quant à ce plan de paix et ce contre-plan de paix, c'est la routine du bon et du mauvais flic. Parce que je pense que le principal sujet de discorde entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est de savoir qui pourra voler les fonds russes gelés et les dépenser. Parce que si les États-Unis veulent tout leur voler et empocher tout l'argent, au moins 50% des bénéfices, on peut estimer que cela représente environ 200 milliards de dollars. Au moins un tiers de cette somme ira directement dans les poches de tout le monde, automatiquement, surtout du côté américain. Ensuite, des entreprises américaines seront engagées pour, je cite, reconstruire l'Ukraine. Et quels que soient les bénéfices restants après que ces entreprises auront pris leur part, la majeure partie ira encore à l'Amérique. Donc oui, les Européens veulent leur part. Dans leur esprit, ils ont déjà dépensé ces 200 et quelques milliards de dollars ou d'euros d'actifs russes 5 ou 10 fois. Ils ont besoin d'environ 1 ou 2 billions pour couvrir toutes les promesses qu'ils ont déjà faites. Mais, tout de même, 200 milliards, c'est 200 milliards. Ils le veulent, vraiment. Vraiment. C'est comme une bande d'alcooliques, et la seule bouteille de vodka restante est cette bouteille dorée sous clé. Ils ne peuvent pas la voir, mais ils la veulent désespérément. Leurs mains continuent de la chercher, car c'est la seule bouteille qu'il leur reste pour boire. Mais en réalité, le combat ressemble à un jeu du bon et du mauvais flic. Voyez comme les Européens sont mauvais? Notre plan, c'est le bon pour vous. Il vous suffit de renoncer à votre souveraineté. Vous devez changer votre système éducatif. Vous devez modifier votre constitution afin de ne plus pouvoir mener de guerre à l'étranger, où que ce soit. Vous devrez simplement attendre que nous vous exterminions, ou que nous rassemblions assez de force pour le faire. Voyez, l'armée ukrainienne va devenir 2,5 fois plus grande qu'elle ne l'était en 2022. Environ 600 000 hommes. La raison pour laquelle certains disent que l'Ukraine dispose d'une armée de 1,2 million, c'est que ce n'est pas vrai. En réalité,
Elle inclut la police, la presse, les gangs, les services d'urgence, toute personne portant un uniforme dans le décompte de l'armée. La véritable force de combat, ceux capables de se battre, est bien plus réduite. Mais ils vont diviser ce chiffre par 2 et dire « Voyez, nous avons 600 000 hommes. Nous avons réduit de moitié. » Ce qui, encore une fois, est presque 2,5 fois plus que ce qu'ils avaient en 2022. Et oui, l'Ukraine ne peut pas rejoindre l'OTAN. Bien sûr, ce n'est que sur le papier. Nous avons déjà entendu cela, nous l'avons entendu verbalement, nous l'avons vu sur papier. Aujourd'hui, c'est sur papier, demain, ce ne sera plus sur ce papier-là. Ce sera sur un nouveau document qui, d'une manière ou d'une autre, n'aura plus de valeur contraignante. Je veux dire, la Constitution a changé, le document a changé. Mais ils peuvent rejoindre l'UEWR dès que possible, ce qui est une arme à double tranchant dans ce cas. Mais tout cela profite à Bruxelles. Ils peuvent rejoindre l'UMER. Lui-même veut créer une armée européenne. Très bien. Donc l'unité de l'OTAN d'aujourd'hui, disons un bataillon allemand pour l'OTAN, est rebaptisée UOPER. Et maintenant elle peut être déployée en Ukraine, car rien ne l'en empêche. L'autre tranchant de cette épée, c'est l'ancien empire austro-hongrois, plus la Pologne, le groupe de Visegrad, en somme, qui bloque, pour de bonnes raisons, les importations de céréales et d'autres denrées alimentaires en provenance d'Ukraine, car cela détruirait leurs propres économies, et ce n'est pas réglementé. Donc, quels que soient les OGM qu'ils introduisent, quels que soient les produits chimiques qu'ils utilisent, surtout de nos jours, compte tenu de la contamination de nombreuses zones, il n'y aura en réalité aucune garantie contre cela. Ils pourront donc inonder la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et l'Autriche et détruire leurs économies agricoles, les anéantir complètement, ce qui serait probablement utilisé par Bruxelles pour tenter de renverser les gouvernements en place et installer des gouvernements pro-Bruxelles. Donc encore une fois, c'est une arme à double tranchant, mais tout cela profite à l'Occident, aux banquiers, à la finance internationale qui soutient réellement ces politiciens. Donc à travers tout ce que vous traversez, il n'y a en réalité rien de pro-russe là-dedans. Mais ils essayent de le présenter comme « Voyez, nous sommes les gentils. » Non, nous sommes les méchants. Eux le sont vraiment. Ils ne veulent pas vous parler. Ils veulent réellement la guerre. Mais nous voulons la paix pour vous. Réécrivez simplement votre constitution pour que vous ne puissiez pas mener de guerre étrangère pendant que nous nous renforçons et établissons des frontières. Réécrivez simplement votre constitution pour que vous deviez adopter de nouvelles valeurs. Enseignez de nouvelles valeurs à vos enfants à l'école. La tolérance, ce mot codé pour dire « Nous allons détruire votre culture de l'intérieur. Nous allons vous intégrer au G8. » Mais pourquoi la Russie aurait-elle besoin du G8? En réalité, le G7 devrait être rebaptisé le D7, les 7 débiteurs, et non les 7 gouvernements, car leurs économies sont, eh bien, nous savons qu'elles sont nulles. Elles se sont toutes effondrées, elles sont toutes massivement endettées. Mais c'était une tentative de ramener la Russie dans la communauté économique. En fait, la Russie fait déjà partie de la communauté économique, simplement pas de la communauté Amérique plus vassaux qui est déjà morte. Mais il faut briser les BRICS. Alors nous allons essayer de les briser de cette manière, tout en investissant dans certains projets pour les 2 à 5 prochaines années, avant le prochain cycle de la Grande Guerre, afin de sécuriser certains éléments pour les États-Unis, qui ne peuvent toujours pas traiter les terres rares, peu importe combien ils en stockent. Il faut réellement construire des installations de traitement. On ne peut pas jeter un morceau de roche dans une puce informatique et dire « Allez, fonctionne comme un aimant ». Mais tous ces efforts, à plusieurs niveaux, visent à démanteler la capacité de la Russie à se défendre. Tout cela sera utilisé contre Poutine à l'intérieur du pays par la propagande occidentale.
On crée une zone tampon dans le Donbass, une zone tampon sans loi, d'où vont opérer des terroristes ukrainiens. Je veux dire, il est garanti qu'il y aura des roquettes et des drones qui survoleront chaque jour, et l'Occident ne verra tout simplement rien. Tout comme la commission nucléaire à Zaporizhia ne peut jamais dire d'où viennent ces tirs lorsqu'ils passent au-dessus de leur tête et explosent autour de l'installation. Peut-être que les Russes sont là-bas en train de tirer dessus. Ils sont peut-être allés là-bas, ont tiré quelques coups, puis sont revenus. Nous n'en savons rien. Nous ne pouvons pas dire d'où cela vient. Alors quel est le but même de votre existence en tant qu'organisation? Eh bien, nous savons quel est leur but. Ce sont des espions au service des services de renseignement occidentaux. Nous avons vu ce qu'ils ont fait en Iran et ailleurs. La liste continue. Jusqu'où peut-on dépouiller un pays de sa souveraineté? Jusqu'à quel point peut-on l'affaiblir? Zaporizhia, Kherson. On va simplement geler la situation et vous abandonner cette partie, ce qui, je suppose, selon la constitution russe, sera immédiatement utilisé comme propagande pour tenter d'évincer Poutine par des organisations plus nationalistes ou patriotiques, afin de provoquer une sorte de conflit interne en Russie. Donc tout cela a été fait pour affaiblir la Russie, pour la préparer à la Grande Guerre, tandis que l'Europe développe son industrie militaire, essaie de briser les BRICS et tente d'éliminer le groupe de Visegrad qui, d'une manière ou d'une autre, tient bon face à Bruxelles. Et cela pourrait s'étendre à d'autres pays voisins. C'est donc une attaque à plusieurs volets. Ce n'est pas seulement contre la Russie. Mais le but, c'est que Bruxelles joue son rôle, le bouffon vert joue le sien, et tout cela sert à faire avancer le même grand plan, celui de détruire tous nos ennemis, ou de les pousser à se quereller et à s'autodétruire. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à intervenir, à vraiment les démanteler et à ramasser les morceaux dans un délai de 3 à 5 ans, quand tout le monde sera prêt pour la Grande Guerre. Eh bien, le volet du G8, c'était un sujet fascinant. C'est la seule chose, je pense, qui semble unir tout le monde. La Russie ne veut pas faire partie du G8, et le reste du G8 ne veut pas de la Russie non plus. Donc cela paraît très étrange d'inclure cela dans un accord de paix. Mais au moins, il y a quelque chose sur lequel ils semblent tous d'accord. Cela reflète, je suppose, la logique sous-jacente de Washington, qu'il est nécessaire de découpler la Russie de la Chine. Eh bien, cela ressemble à une manœuvre anti-BRICS, et on ne peut guère l'interpréter autrement, étant donné que personne n'en veut vraiment. Mais tu soulèves un bon point. Beaucoup de tes remarques reflètent en quelque sorte les conséquences de l'absence totale de confiance. Et la confiance est incroyablement importante si l'on veut parvenir à un accord de paix, car beaucoup de choses doivent reposer sur la confiance. Sinon, tout doit être vérifié, et il faudra toujours inclure une clause sur ce qu'il advient si l'accord n'est pas réellement appliqué. Ce serait un accord extrêmement complexe, et qui garantirait sa mise en œuvre? Je pense donc qu'au fil des années, il existe un argument raisonnable pour expliquer pourquoi la Russie devrait être un peu méfiante. Encore une fois, la source de tout cela remonte au fait que, dans les années 1990, non seulement nous avions la promesse de Gorbatchev, mais nous avions aussi conclu des accords visant à construire une Europe fondée sur la sécurité indivisible. Nous avons signé ces accords ensemble. Mais tout cela a été brisé. Nous avions tous ces accords de contrôle des armements. Ils ont été rompus. L'acte fondateur OTAN en Russie de 1987, beaucoup le soulignent également, il n'était pas censé déployer toutes ses troupes dans les nouveaux États membres, mais ils ont enfreint cela aussi. Et l'UMER avait en fait conclu un accord avec les Russes en 2005 concernant encore une fois la sécurité indivisible. Lorsque nous opérons dans le voisinage commun, nous devrions tenir compte de la sécurité de chacun. Cet accord a été rompu dès la première année. En 2014,
les Européens ont signé en tant que garants d'un gouvernement d'unité et ils s'en sont pratiquement désengagés le lendemain lorsque le gouvernement a été renversé. Et bien sûr, l'accord de Minsk est désormais la principale source d'inquiétude. Je pense à Moscou. Oui, c'est-à-dire que nous conclurons un accord, comme vous le dites, nous signerons même un mémorandum et nous le mettrons en œuvre une fois le cessez-le-feu instauré. Et ensuite, une fois le cessez-le-feu en place, tout l'enjeu dont les Américains parlaient assez ouvertement était de modifier les réalités sur le terrain une fois le cessez-le-feu établi. Au bout d'un moment, ils ont commencé à parler de l'esprit des accords de Minsk, ce qui, vous savez, pouvait vouloir dire tout et n'importe quoi. Et puis la pression a commencé à monter sur la Russie. Eh bien, la situation actuelle est différente de celle de 2015. Vous devez vous y adapter. Donc, je veux dire, on comprend pourquoi la confiance serait limitée. Mais encore une fois, on peut se demander dans quelle mesure cela serait supervisé. Parce que, comme vous l'avez mentionné, avec les attaques contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, cela aurait dû être facile de dire « Eh bien là, c'est allé trop loin. L'Ukraine ne devrait pas attaquer cette centrale nucléaire. » Et pourtant, il y a eu ce jeu étrange d'ambiguïté, qui attaque la centrale nucléaire sous contrôle russe. On ne peut pas vraiment le savoir, mais c'est probablement la Russie. C'est leur méthode. Après tout cela, il est difficile d'avoir confiance. Mais cela soulève une question. De votre point de vue en Russie, en l'absence de confiance dans tout ce que signe l'OTAN, à quoi devrait ressembler un véritable accord? Ou bien, est-il même possible d'avoir un accord lorsqu'il n'y a pas de confiance? Vous savez, un accord a été signé avec les Allemands en 1945, la capitulation. C'est ce genre d'accord qu'il faudra signer à la fin, que ce soit depuis Washington, l'OTAN ou l'Ukraine. Nous verrons bien. Mais c'est à peu près la portée de tout accord. Regardez, voici un exemple parfait. Le point 13, comme je le disais, la Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale. Commençons simplement par cela. Bien sûr, la Russie est intégrée à une économie mondiale d'environ 5 milliards de personnes. Elle n'est simplement pas intégrée à l'économie occidentale, qui compte environ 1,5 milliard. Mais le premier sous-point indique que la levée des sanctions sera discutée et convenue par étapes, au cas par cas. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre comment fonctionne l'UMMM, car en gros, c'est encore une dictature non élue d'une manière ou d'une autre. Mais aux États-Unis, le président ne peut pas lever les sanctions. En fait, les sanctions et les tarifs ne relèvent même pas vraiment de ses compétences. C'est le domaine du Congrès. Mais Trump, sous un prétexte ou un autre, a décidé que le Congrès ne s'était pas vraiment opposé très fermement, donc il pouvait imposer des tarifs. Cependant, seules les sanctions peuvent être levées par le Congrès. Donc la manière dont les États-Unis fonctionnent habituellement dans tout cela, c'est « Faites-nous confiance, le président va signer cet accord, vous signez cet accord, commencez à le mettre en œuvre, nous suivrons, il faut juste le faire passer au Congrès. » Sauf que cela ne passe jamais par le Congrès. Ou bien le Congrès finira par y réfléchir pendant 5 ou 10 ans et dira simplement non. Pendant que vous mettez en œuvre l'accord, ils diront « Ah, eh bien vous savez, on voulait vraiment, vraiment. » Mais vous savez, ces vieux types du Congrès, ils ont tout simplement pas voulu l'approuver. Désolé. Oh, on a profité de vous. Ah, vous savez, ça arrive. Et c'est constant. Il n'y a personne à Washington, à de très rares exceptions près, dont une personne qui démissionne, peut-être pour se présenter à la présidence, peut-être pour se présenter au poste de gouverneur de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, à part quelques personnes comme elle. 99% du gouvernement américain sont eh bien des voleurs, des meurtriers. Ce sont des gens psychotiques, comme Lindsey Graham, par exemple.
C'est un parfait exemple. Il est simplement plus bruyant que la grande majorité d'entre eux. Ce petit homme prend plaisir à parler de la façon dont il fait tuer des gens. Je veux dire, tu comprends que, par-delà tous ces autres problèmes mentaux, il y a de graves troubles. Ce type est un sociopathe. Et il y a tout un pan de l'électorat américain qui adore ça. Ce sont les bombes prêtes, roquettes prêtes, allons tuer, équipe America, hurrah! Qui bombarde-t-on aujourd'hui? Parce qu'une grande nation doit tuer quelqu'un en permanence. C'est ainsi que nous montrons que nous sommes une grande nation. Nous bombardons les villes de quelqu'un, nous assassinons les enfants de quelqu'un. Hurrah! Nous sommes une grande nation. C'est une mentalité très pervertie, complètement folle. Mais les États-Unis en sont malades, et le peuple en est malade aussi. Il y a un proverbe russe, les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent. Donc, quand ton gouvernement est rempli de psychopathes, c'est parce que ta société a pris cette direction, et ta société soutient cela. Au final, tout se termine très très mal pour cette société. Très mal pour cette société. Soit cette société est détruite par la guerre, avec des souffrances massives et une mortalité de masse, soit les personnes qu'ils ont mises au pouvoir finissent par les détruire pour conserver ce pouvoir à tout prix. Dans les deux cas, rien de bon ne sort jamais de cette société. Elle traversera une période très longue et sombre. Elle peut s'en relever ou non. Mais ils ont mis ces gens au pouvoir, et le gouvernement est malade, très malade. Des personnes perverses et tordues au pouvoir à de très rares exceptions près. Et ces exceptions finissent soit achetées, soit écrasées et écartées. Marjorie Taylor Greene en est un parfait exemple. Je lui souhaite bonne chance. C'est une personne honnête, une interlocutrice sincère. Et elle, c'est une rareté. Vous savez, si la majorité des personnes au sein du gouvernement américain étaient comme elle, on pourrait traiter avec le gouvernement des États-Unis. On pourrait traiter avec les gouvernements européens s'ils représentaient réellement les besoins ou les désirs de leur propre pays. Les nationalistes, je parle des ultranationalistes, des nationalistes, ou, plus populaires de nos jours, des patriotes, peu importe comment on les appelle, ne sont pas dangereux parce qu'ils sont prévisibles. Ils défendent les intérêts de leur pays. Et si vous comprenez quels sont ces intérêts, vous pouvez négocier quelque chose. Oui, peut-être que vous cédez quelque chose, ils cèdent quelque chose, mais vous trouvez un terrain d'entente. Les idéologues sont très difficiles à gérer, car ils ont des œillères et poursuivent leur objectif, peu importe combien de personnes ils doivent sacrifier ou ce qu'ils doivent détruire. Et les individus corrompus sont encore pires, parce qu'on croit qu'ils ont accepté quelque chose, mais en réalité, ils attendent simplement d'être achetés par quelqu'un d'autre, que ce soit les Israéliens, les Américains ou n'importe qui d'autre. Les Saoudiens, quiconque peut glisser assez d'argent ou de clubs de golf en or dans leur poche, ils iront dans ce sens, car ils sont à vendre. Ce sont des prostituées politiques. Cela rend donc les choses très difficiles avec de telles personnes. Et ensuite, il y a les mégalomanes et les narcissiques, complètement fous. Oh, Trump correspond assez bien à cette description aussi. Il faut en quelque sorte le cajoler, mais on ne sait pas ce qu'il fera demain, donc on ne peut rien croire. On peut le cajoler, lui dire ce qu'il veut entendre et quitter la table le matin en se disant « D'accord, enfin, nous avons un accord. Nous lui avons léché les bottes, nous lui avons offert des clubs de golf en or, un nouvel avion. Nous avons un accord. » Et le soir venu, Dieu seul sait à quoi cet homme a bien pu penser ou qui lui a soufflé quelque chose à l'oreille. Nous vivons une période très dangereuse car il n'y a aucune prévisibilité. Et quand il n'y a pas de prévisibilité, il faut accepter le pire scénario possible. Le pire scénario, c'est que si l'ennemi a la capacité de tenter une première frappe, il le fera. Donc selon ta logique, par cette logique d'escalade,
Il faudrait effectuer une première frappe avant que l'ennemi ne le fasse. Et nous avançons très très vite dans cette direction. Une première frappe pour la Russie pourrait consister en des missiles hypersoniques à ogive nucléaire. Il pourrait s'agir de missiles russes ou d'autres choses. Mais la menace et la pression sur la Russie existent. La Russie peut effectuer une première frappe, bien sûr, il y aurait une seconde frappe américaine. La capacité de défense face à cela reste incertaine. Mais les missiles hypersoniques russes Zircon peuvent être équipés d'ogives nucléaires, des ogives nucléaires tactiques. Et une ogive nucléaire tactique russe représente une charge de 75 kilotonnes, soit 2 fois la taille de celle d'Hiroshima. Quelque chose de ce genre tombant au centre de Washington. Adieu Washington, adieu l'ancien gouvernement. Instantanément, depuis un sous-marin lançant cela à 300 km de distance jusqu'à l'impact, il s'écoulerait environ 3 minutes si le lancement est même détecté à temps. Personne ne peut s'échapper en 3 minutes. Mais c'est la logique vers laquelle nous nous dirigeons, la logique inéluctable dans laquelle nous glissons sans cesse. Et l'Occident fait tout pour propager cette logique lorsqu'il s'agit de puissance nucléaire, où il est incertain de savoir si quelqu'un pourrait décider de lancer une première frappe contre moi. Et aux États-Unis, je suis sûr qu'au moins quelqu'un comprend cela et se dit peut-être, eh bien, peut-être devrions-nous lancer la première frappe. Et tu commences à remonter cette chaîne qui ne se termine que d'une seule façon. La seule question est de savoir combien de missiles chaque camp peut lancer, ou combien peuvent être interceptés par des missiles air-air tirés depuis des chasseurs, par des missiles solaires et ainsi de suite, ou encore en interceptant des sous-marins ennemis. Mais c'est une question très théorique. Elle ne trouve de réponse que lorsque les choses commencent à voler. Et à ce moment-là, il est trop tard pour revenir sur cette théorie, que tu aies raison ou tort. Donc malheureusement, tant que l'Occident joue à être fou, il récoltera des récompenses tout aussi folles. Tu sais, joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides. Mais cela semble être la marque de fabrique de l'Occident. En qui avez-vous confiance? En qui pouvez-vous avoir une confiance physique et rationnelle en Occident? Vous pouvez faire confiance à Orban, parce qu'Orban défend ses propres intérêts. Il n'est pas pro-russe, il est pro-hongrois. Vous faites confiance à Fico. Mais aucun des deux n'a une réelle influence en Occident. Ils ont de l'influence dans leur propre pays. Ils peuvent bloquer certains amendements et finissent par négocier ce qu'ils veulent avant d'approuver chaque paquet de sanctions. N'oublions pas cela non plus. Mais dans le grand schéma des choses, ils ne décident de rien. Bruxelles décide dans une certaine mesure, Washington décide pour l'essentiel. Et regardez avec qui vous avez affaire. J'ai l'impression que nous sommes comme des grenouilles dans une marmite, l'eau chauffant peu à peu. Regardez jusqu'où nous sommes allés. Souvenez-vous de l'époque Obama, quand il disait que même envoyer des javelins serait une escalade trop dangereuse, que les Russes auraient la domination de l'escalade dans leur région. C'était du bon sens. Puis la première administration Trump est arrivée et a poussé cela plus loin. Nous avions les F-16. Nous allons déclencher la Troisième Guerre mondiale. Nous ne pouvons pas envoyer de F-16. Et maintenant, nous en sommes au point où nous participons tranquillement à des attaques furtives contre la dissuasion nucléaire russe. Franchement, c'est un peu fou. Vous avez des généraux allemands qui se réjouissent en voyant à la télévision des chars allemands envahir Kursk. Je veux dire, voilà où nous en sommes. C'est dangereux. Et comme tu l'as dit, cela s'accompagne de la rhétorique. Tu fais bien sûr référence au sénateur Lindsey Graham, qui a prononcé ce discours très étrange sur le fait que tout va bien parce que nous tuons toutes les bonnes personnes. Je ne suis pas sûr, il tue beaucoup de gens en ce moment, à travers le Moyen-Orient, en Iran, en Russie. Donc, difficile à dire.
Oui, il voulait probablement parler de tout cela, ce qu'il tue. Mais ce genre de langage, cette posture, c'est complètement fou. Et nous nous y sommes tellement habitués, à cette escalade progressive et graduelle, à la fois dans les actes et dans les mots. Mais justement, tu évoquais tout à l'heure les raisons pour lesquelles ils ne peuvent faire confiance à rien. Tu as dit que les Américains diraient simplement « Vous appliquez votre part, nous viendrons plus tard ». Il y a une citation brillante de Bill Clinton lorsqu'il était président au moment de la signature de l'acte fondateur OTAN-Russie. Cet accord visait à apaiser les Russes. Nous allons élargir l'OTAN, mais nous ferons cet accord pour vous, et vous saurez que nous ne rapprocherons jamais réellement l'infrastructure de votre frontière. Et la citation de Bill Clinton dit à peu près ceci. Ah, donc si je comprends bien, nous pouvons signer cet accord, mais si demain nous décidons de ne plus vouloir le respecter, nous pouvons simplement le jeter. Oh oui, merveilleux. D'accord, signons-le. Je veux dire, c'est en fait, eh bien, je paraphrase, je ne m'en souviens pas mot pour mot. Mais c'est un peu cet état d'esprit. Comment expliquer pourtant, car c'est quelque chose qui me déroute constamment, la réticence à prendre en compte les préoccupations de sécurité de la Russie. Je veux dire, cela ne devrait pas être controversé dans un accord. Il faut considérer toutes les parties. Mais au cours des 30 dernières années, nous avons construit toute une architecture de sécurité européenne, fondée sur le principe que la Russie ne devrait pas avoir de place à la table. Et nous ne discutons pas vraiment non plus des préoccupations de sécurité de la Russie. Je veux dire, depuis 30 ans, cela a largement conduit à l'effondrement de l'architecture de sécurité en Europe et à la guerre actuelle. Mais même aujourd'hui, lorsque nous lisons la proposition européenne de paix, tout ce que nous entendons, c'est que l'Ukraine doit se sentir en sécurité et que l'OTAN doit rétablir sa position dominante. Donc l'Ukraine doit rejoindre l'OTAN. Elle a besoin de garanties de sécurité solides, de troupes européennes en Ukraine et d'aucune concession territoriale. Et tant qu'à faire, les Russes devraient payer des réparations complètes. Donc nous allons garder tout leur argent. Je veux dire, même lorsque la Russie aura gagné la guerre, aura réellement gagné la guerre, il n'y a toujours pas la moindre place, pas une seule ligne sur ce dont les Russes ont besoin pour se sentir en sécurité. Si l'on regarde les dirigeants militaires et politiques de l'Europe à travers l'histoire, nous n'avons jamais rien connu de tel auparavant. C'est tout simplement un monde différent. Comment comprendre cela? Je sais que vous n'êtes pas psychologue, mais tout de même, je ne sais pas. Je trouve cela eh bien, on n'est pas obligé d'être d'accord avec chaque camp, les Américains, les Russes, les Ukrainiens, les Européens. Mais malgré tout, cela devrait avoir un sens. C'est ce que je me dis. Vous savez, il y a un bon dicton qui dit que la guerre est la santé de l'État. Et quand on dépasse les mythes et qu'on lit la véritable histoire, j'ai plus de livres que ça derrière moi, quelques autres étagères. Quand on lit l'histoire américaine réelle, pas les contes de fées enseignés dans les écoles américaines. J'ai enseigné dans des universités américaines. J'ai eu des amis qui étaient étudiants en histoire et j'ai suivi plus d'un cours d'histoire au fil du temps. Et c'est n'importe quoi. Ce ne sont que des versions sophistiquées de mythes. Quand on commence à creuser et à lire la véritable histoire, on découvre très vite qu'il y a deux choses en jeu ici. Les deux seules choses qui unissent réellement les États-Unis sont le dollar, cette prospérité partagée, potentielle, et les ennemis communs. Il faut constamment avoir un ennemi, car sans cet ennemi, les États-Unis fondent. Cela se serait effondré très tôt, car il existait des colonies complètement différentes, peuplées de personnes aux traditions variées, formant des villes et des cités distinctes qui n'avaient presque rien en commun, sauf peut-être une sorte de rêve vague de réussite, c'est-à-dire l'argent et la peur d'un ennemi,
qu'il s'agisse des Indiens, des Britanniques, des Mexicains, et ainsi de suite. Ainsi, les États-Unis doivent constamment avoir un ennemi pour dominer tout ce qui les entoure. Maintenant, si nous parlons de cela, nous ne devrions pas nous limiter aux 30 dernières années. Revenons au moment où tout cela a vraiment commencé. En 1948, avec la formation de l'OTAN. L'OTAN a été créée avant le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a été une réponse à l'OTAN. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les États-Unis ont commencé à former l'OTAN, ils ont reçu leur première demande d'adhésion de l'Est. Elle venait de Staline. Staline a dit « assurons-nous qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Créons une architecture européenne de sécurité. » Eh bien, ça vous dit quelque chose, non? 1948, 1947, Staline, le dictateur maléfique qui soi-disant veut régner sur toute l'Europe et dont les chars sont censés déferler sur la France d'un jour à l'autre, dit « rejoignons une organisation pour qu'il n'y ait plus de guerre. Nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons plus de guerre mondiale. » Bien sûr, les États-Unis ont répondu « Désolé, mais tu ne comprends pas contre qui l'OTAN est dirigée. » Eh bien, Staline l'a compris sacrément vite. Donc d'accord, on a dit à Staline « Non, tu ne vas pas rejoindre l'OTAN. » Le pacte de Varsovie est créé. Nous aurions pu éviter toute la guerre froide. Mais si cela avait été le cas, les États-Unis n'auraient pas dominé l'Europe. Les États-Unis n'auraient pas lancé l'opération Gladio, qui a duré de 1948 à 1992. Pendant sa croissance, elle a opéré non seulement avec les armées de l'ombre, mais aussi avec des organisations terroristes à travers toute l'Europe qui ne faisaient pas partie du pacte de Varsovie. Même les pays neutres ont eu leur part de terroristes soutenus par les États-Unis. Ils tuaient aussi bien des politiciens de gauche que de droite. Prenons De Gaulle. Par exemple, lorsqu'il prévoyait de se débarrasser de l'Algérie, il l'a fait parce que vous savez, pendant que les Français criaient que l'Algérie faisait partie intégrante de la France, De Gaulle a fait le calcul. Ils se multiplient beaucoup plus vite que nous. Nous avons été dépeuplés par 2 guerres mondiales. Ils vont nous submerger. Et ils ne sont pas français. Ils sont français de nom, mais ils ne sont pas français. Alors négocions, libérez-les. Il y avait un groupe d'officiers qui se sont rebellés, ont fait mutinerie et ont pris le contrôle de l'Algérie pendant un court moment. Ils étaient soutenus par les forces de l'ombre de la CIA et ils ont tenté d'assassiner De Gaulle et toute sa famille. De Gaulle a réagi avec une extrême sévérité et qualifié De Gaulle de gauchiste. Il faudrait être fou. Il n'était absolument pas un homme de gauche. Mais De Gaulle les a tous éliminés. Puis il a quitté l'OTAN. Plus tard, la France est évidemment revenue dans l'OTAN après qu'une révolution de couleur a été mise en place contre De Gaulle. Parce qu'il était revenu en disant très fort « Rendez-moi mon or. Voici vos papiers verts, vos emballages de bonbons verts. Rendez-moi mon or. » Tous les autres y allaient et le disaient discrètement. De Gaulle, lui, l'a dit haut et fort. Alors il a eu droit à une révolution de couleur. Mais le fait est que les États-Unis ont toujours contrôlé l'Europe d'une manière ou d'une autre, en entretenant ce mythe selon lequel, d'un jour à l'autre, les Soviétiques allaient déferler alors que les Soviétiques n'avaient aucune intention de le faire. C'est exactement comme le grand jeu. Le grand jeu était mené par les Britanniques, et l'Empire russe ne savait même pas qu'un grand jeu se déroulait. Si l'on examine les archives, il n'y avait aucune intention de la part de la Russie d'envahir, d'annexer ou de coloniser l'Afghanistan ou le sous-continent indien. Il n'y a jamais eu le moindre intérêt pour cela. Oui, Ivan Grozny, Ivan le Terrible, le 4e, avait eu l'idée d'envoyer une force expéditionnaire là-bas. Ils ont parcouru quelques centaines de kilomètres, puis ont fait demi-tour. C'était au XVe siècle, bon sang, au XVIe siècle. Il n'y a donc jamais vraiment eu de plan. Mais il fallait bien un ennemi. Et les États-Unis, tout en contrôlant ces organisations clandestines,
ont créé ces façades de savon qu'ils utilisent aujourd'hui comme dirigeants occidentaux. Ils les ont construits à partir de rien, en gros. Et ensuite, ils n'ont pas besoin d'avoir l'état d'Omar parce qu'ils ont des commerçants dans presque tous les pays européens. Ils se sentent plus américains, sachant qu'il y a une base aérienne prête à les accueillir et de l'argent sur leur compte américain si les choses tournent mal dans le pays européen où ils se trouvent. Alors, avançons jusqu'en 1992. Eltsine veut rejoindre l'OTAN. J'ai fait une interview avec le colonel Wilkerson, qui était le chef d'état-major de Colin Powell dans l'armée, et Powell était secrétaire d'État, ministre des Affaires extérieures ou internationales. Il a dit qu'ils avaient pris cette demande très au sérieux et qu'ils envisageaient réellement d'y travailler, mais ensuite Clinton a remporté l'élection. Et Clinton a eu quelques liaisons sexuelles qu'il n'aurait pas dû avoir, en particulier dans le bureau ovale. Et il devait jouer les durs. Alors ils ont enterré la demande russe et lancé tout ce processus. Puis Poutine est arrivé, et Poutine a demandé à les rejoindre. Mais bien sûr, à ce moment-là, la Russie commençait à se remettre sur pied. Et maintenant, les États-Unis ne voulaient absolument pas de la Russie dans l'OTAN, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'un second États-Unis dans l'OTAN. Ils avaient besoin de dominer l'OTAN. Ils voulaient être l'OTAN, avec tous ces petits vassaux qui couraient partout en faisant ce qu'on leur disait. Ils n'avaient pas besoin d'un concurrent au sein de la même organisation. Et à ce stade, ils avaient aussi compris que passer au terrorisme islamique comme nouveau grand épouvantail ne fonctionnait pas. Parce que oui, ils pouvaient faire exploser des choses, surtout s'ils étaient aidés par des services de renseignement occidentaux. Ils pouvaient vraiment faire sauter des trucs. Mais dans l'ensemble, ils n'ont jamais représenté une menace pour qui que ce soit, pas même pour le plus petit gouvernement de l'OTAN. En faire une croisade était donc une perspective de profit à long terme. Je veux dire, ils ont gagné de l'argent pendant 20 ans en Afghanistan, ne l'oublions pas. Mais en tant que grand croque-mitaine à long terme, ça n'a pas fonctionné. Alors revenons à la Russie et ajoutons ensuite la Chine à cette liste de croque-mitaines. Je veux dire les États-Unis. La différence ici, cependant, c'est qu'en Irak et en Afghanistan, les États-Unis ont dépensé, selon les estimations les plus prudentes que j'ai vues, environ 5 000 milliards de dollars. Les estimations les plus généreuses parlent de 14 000 milliards. La plupart des estimations se situent autour de 7 ou 8 milliards de dollars que les États-Unis ont simplement créés à partir de rien. Ce qui a bien sûr provoqué une énorme inflation. Et tout cela n'était qu'un transfert de richesse des générations futures vers les amis des politiciens et dans les poches des politiciens eux-mêmes. Le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent pas faire cela avec l'Ukraine. Donc, il faut détourner l'argent de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire des Européens dans ce cas. On ne peut pas faire des milliers de milliards, mais on pourrait en obtenir des milliers de milliards de l'Europe si celle-ci est en guerre avec la Russie et que les États-Unis jouent le rôle d'arbitre neutre et de vendeur d'armes. Parce qu'au passage, l'un des points évoqués est aussi que les États-Unis vont être la partie neutre chargée de régler les différends entre la Russie et l'OTAN. Ainsi, l'âme, la colonne vertébrale, le cerveau et les organes vitaux de l'OTAN vont être la partie neutre pour résoudre les disputes entre la Russie et l'OTAN. Donc globalement, je veux dire les États-Unis doivent avoir soit des dollars, soit des ennemis, ou les deux, c'est encore mieux. Sinon, les États-Unis commencent à se désagréger, ils se régionalisent, le peuple n'a plus rien. C'est un pays qui n'a pas de religion unique, qui possède de multiples cultures, dont beaucoup sont en concurrence les unes avec les autres, avec des origines très différentes parmi ceux qui y sont venus, des loyautés plus régionales que nationales, des infrastructures en ruine, une économie en déclin. Qu'est-ce qui peut encore l'unifier?
Eh bien, je pense que le contexte historique, la mise en perspective, est tout à fait important. Car si l'on nommait ces éléments clés, comme vous avez mentionné Gladio, où l'on a laissé derrière soi l'infrastructure des États-Unis en Europe, mais aussi l'opération impensable britannique, il faut se rappeler que la Seconde Guerre mondiale en Europe s'est terminée en mai 1945. Et ce même mois, les Britanniques ont proposé un plan consistant à utiliser ce qui restait de l'armée allemande, c'est-à-dire les nazis, et à s'allier avec les États-Unis pour envahir l'Union soviétique, en somme pour les poignarder dans le dos quelques jours à peine après la victoire. C'était le plan. Et comme je l'ai dit, avec la création de l'OTAN en 1949 et l'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest en 1955, on peut, vous savez, comprendre qu'il y ait une inquiétude légitime. Mais quand on laisse de côté cette partie et les raisons pour lesquelles il devrait être préoccupé du côté soviétique, la seule histoire qui reste, c'est pourquoi les soviétiques ne sont-ils pas partis de Pologne? Pourquoi ont-ils essayé d'établir leur contrôle? Je veux dire, c'est assez logique. Si vous voyez que vos alliés prévoient de vous poignarder dans le dos et de vous attaquer, vous créez une zone tampon. Et, vous savez, ce n'est pas un argument normatif sur le fait que ce soit bien ou mal. C'est simplement la manière dont les États se comportent pour survivre. Mais quand on omet cela, on obtient ce récit selon lequel les Russes attendent toujours de venir nous attaquer. Et vous savez, ce n'est jamais à cause de ce que nous faisons. Il n'y a donc pas de compétition sécuritaire. Ce sont juste les gentils qui retiennent les méchants. Cela rend donc la paix très difficile à atteindre. Et, vous savez, juste le dernier point. Désolé. Oui, allez-y. Il existe certains documents du KGB qui ont été déclassifiés, bien que beaucoup restent encore classifiés, et je ne sais pas pourquoi. Ils ont même commencé à en reclassifier un bon nombre. Un ensemble de documents déclassifiés au début de cette année comprenait des rapports de 1939 montrant que les Britanniques et les Français, avec tous les alliés qu'ils pouvaient rassembler, prévoyaient d'envahir l'Union soviétique par la Finlande, l'Iran et la Turquie en 1940. L'Allemagne, je suppose, avait été laissée de côté dans le plan et s'en est sentie offensée. Mais elle construisait déjà de bonnes infrastructures. Au fait, lorsque la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt l'opération Barbarossa, a commencé, pas la guerre elle-même, mais bien le début de Barbarossa, l'Union soviétique a maintenu une armée de campagne entière dans le Caucase, presque jusqu'en 1944. La raison en était que Chamberlain essayait activement de convaincre Atatürk d'envahir le sud de l'Union soviétique, dans le Caucase. Et Atatürk hésitait à le faire. Finalement, il a déclaré la guerre à l'Allemagne, je crois, durant la dernière semaine du conflit, juste pour montrer que oui, nous étions là aussi. Mais en réalité, les Turcs massaient leurs troupes à la frontière avec l'Union soviétique. Et les objectifs étaient d'envahir l'Union soviétique par le Caucase, par l'Iran, que les Britanniques avaient pris et où ils avaient utilisé des armes chimiques pour conquérir, et par la Finlande en temps voulu. Donc, quand on commence à y regarder de plus près, c'est un peu comme « qui sont les gentils? Qui sont les méchants déjà ?» En même temps, lorsque la Pologne refusa de permettre à l'Union soviétique de déplacer des troupes pour défendre la Tchécoslovaquie, le Premier ministre tchèque attendait dans un couloir de savoir ce qu'il allait rester de son pays, tandis que les Britanniques, les Français et les Allemands se le partageaient entre l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie et un vassal indépendant, la Slovaquie pour les Allemands. Tu sais, si on regarde cela de manière réaliste, l'objectif a toujours été le Drang nach Osten. La seule question est de savoir qui avance vers l'Est, que ce soit les Britanniques et les Français, les Allemands, les trois ensemble, ou les Américains dans ce cas aussi. Alors, l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, devrait-elle être paranoïaque?
Je pense qu'un certain degré de paranoïa est plus que justifié. Il ne faut certainement pas faire confiance et il faut absolument vérifier. Et n'oublions pas Minsk I et Minsk II. Merkel et Hollande se précipitaient devant la presse pour les annoncer de leur propre initiative. Personne ne leur mettait un pistolet sur la tempe, comme ils ont dupé les Russes. L'objectif a toujours été la guerre avec la Russie. Pas seulement la guerre contre les provinces rebelles de l'Est, mais la guerre avec la Russie. Nous préparons l'Ukraine afin qu'elle puisse mener une guerre contre la Russie. Et quand tout cela a commencé, il y a un autre point à noter. Il y avait deux très grands DRG. Ce sont des groupes de diversion et de reconnaissance, ukrainiens. Ils se trouvaient sur le territoire russe, en Russie. Je ne parle pas du Donbass, ni de l'Est de l'Ukraine, mais bien à l'intérieur de la Russie. L'un était dans l'oblast de Rostov, l'autre dans l'oblast de Voronezh. Ils ont été encerclés et anéantis. Mais ils étaient déjà à l'intérieur, car l'objectif des Ukrainiens était d'éliminer les provinces orientales, Luhansk et Donetsk, puis de continuer vers Rostov, Taganrog et Belgorod. Eh bien, pas plus grand, vers Voronezh, je suis désolé. Le but de tout cela était de déstabiliser le gouvernement russe, de provoquer des conflits internes et de renverser Vladimir Vladimirovitch. Ainsi, la Russie a attaqué de manière préventive avec une armée 2 fois plus petite que les forces ukrainiennes. Cela ne s'est pas arrêté, et cela ne s'arrêtera toujours pas. Non seulement ils ne prennent pas en compte la sécurité de la Russie, mais leur seule préoccupation est de détruire la Russie. Et malheureusement, la grande majorité des politiciens occidentaux ont encore cet état d'esprit. Cela ne s'est pas arrêté, cela a continué à progresser. Et je pense qu'il faudra une défaite massive, vraiment massive, sur le champ de bataille pour commencer à ralentir ce processus. Eh bien, oui, juste une dernière remarque. Je pense que c'est ce qui rend tout accord de paix si complexe. Je veux dire, vers la fin de la guerre froide, Gorbatchev a fait ce commentaire selon lequel, pour les Américains comme pour les Soviétiques, ils devaient comprendre que faire la paix signifiait en réalité qu'une fois la paix établie, toute la structure du pouvoir s'effondrait. Vous savez, surtout pour une hégémonie comme les États-Unis, il faut diviser le monde entre adversaires et alliés, ceux qui dépendent de vous et ceux que vous contenez. Une fois que la paix éclate, tout s'écroule. C'était l'immense pouvoir dont Washington et Moscou jouissaient pendant la guerre froide, 2 centres de pouvoir. Tu sais, beaucoup de tout cela reposait sur un conflit perpétuel. Donc, une fois le conflit terminé, les systèmes d'alliance commencent à se désagréger, à moins, bien sûr, comme tu l'as dit, qu'on ne réinvente ses ennemis et qu'on continue ainsi. Alors non, je ne sais pas. J'aurais aimé voir plus d'efforts dans cet accord de paix et plus de discussions sur la réflexion qui le sous-tend. Parce que même le fait qu'il l'appelle encore un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, plutôt qu'un effondrement complet de l'architecture de sécurité européenne, qui en réalité n'a jamais vraiment existé. Tu vois, on a l'impression qu'on ne peut pas vraiment s'attaquer au problème tant qu'on ne l'a pas d'abord identifié. Bref, un dernier mot avant qu'on parte. Oui, Washington est à court de temps. C'est pour cela que la panique s'installe, parce que l'armée ukrainienne s'effondre enfin. La guerre d'usure entre dans sa phase finale, celle où un camp cède et où les grandes avancées commencent. Les troupes russes sont déjà aux abords de Huliaïpol après l'effondrement des zones défensives orientales. Avec cette brèche, Pokrovsk est entièrement aux mains des Russes. Mirnorad est pratiquement un cimetière, où ce qu'il reste des forces ukrainiennes meurt en masse ou se rend. Cela ouvre un front de 100 km, sans véritable obstacle à l'avancée russe, si ce n'est le fleuve Dnipro, et ce n'est qu'une frontière temporaire. Ce n'est pas l'océan, ce n'est qu'un fleuve et une vallée fluviale. Dans la direction de Kupiansk, les forces ukrainiennes s'effondrent et se replient.
Ce que Washington constate, c'est que très bientôt, les quelques 18% de l'oblast de Donetsk, encore sous contrôle ukrainien, sont en train de disparaître. Cela pourrait être terminé d'ici 2 mois. Dans la région de Zaporizhia, le front s'effondre et cette ligne va se déplacer vers sa frontière naturelle, le fleuve Dnipro. Les forces russes, du moins de petites unités, sont déjà au nord et au sud de Kherson, de l'autre côté du fleuve. Et d'ailleurs, la Russie contrôle le cours supérieur du fleuve. L'Ukraine n'a aucun avenir économique, car c'est comme contrôler le Mississippi en Amérique du Nord ou l'Amazone au Brésil. De plus, la rhétorique du côté russe s'est, pas si soudainement dirais-je, orientée vers les oblasts de Kharkiv, Sumy et Dnipropetrovsk. Le mot désormais employé est « libération ». Le village est en train d'être libéré, et cela envoie un message clair. Nous sommes là pour rester. Nous pouvons rester à grande ou à petite échelle. Tout dépendra de la fin de cette situation. C'est cet état d'esprit, et Washington commence à s'en rendre compte. Évidemment, il est difficile de ne pas le remarquer. Zelensky, je ne sais pas à quel point il comprend vraiment ce qui se passe sur le front. J'ai lu et entendu de différentes sources qu'on le tient pratiquement dans l'ignorance parce qu'il ne pourrait pas supporter la réalité. Le toxicomane à la cocaïne, incapable d'affronter la vérité, un peu comme Hitler vers la fin. Mais l'Occident comprend où tout cela mène. Je dirais que c'est l'Occident, du moins les Américains, plus ou moins. Je pense que la plupart des Européens sont eux aussi dans le déni. Donc la ville s'épuise. Oui, j'ai aussi remarqué le changement de rhétorique du côté russe. Au lieu de parler de prendre des villes, ils parlent maintenant de libération à Kharkiv, ce qui montre clairement leurs intentions. Mais maintenant, on commence à avoir l'impression, toute la situation donne l'impression, qu'à mesure que tout s'effondre et qu'un camp refuse toujours toute voie pacifique, cela devient cruel pour les Ukrainiens, honnêtement. Même l'ancienne porte-parole de Zelensky, Julia Mendel, faisait ce constat. Elle a tweeté qu'ils devraient accepter l'accord en 20 points de Trump parce qu'ils sont en train de perdre et qu'il n'y a aucun moyen de renverser la situation. Elle a même critiqué les Européens pour vouloir continuer en disant qu'ils n'ont aucune stratégie, pas d'argent, pas d'armes et qu'ils ne parlent même pas à la Russie. Donc, comme tu l'as dit, ils sont devenus complètement hors jeu. Et c'est la porte-parole de Zelensky qui dit ça. Alors vous savez, il y a toute cette idée en Europe selon laquelle nous aidons les Ukrainiens en prolongeant cette affaire encore et encore. Je veux dire, selon ces mots, cette guerre, l'accord, qui est déjà horrible aujourd'hui pour l'Ukraine, ne fera qu'empirer de jour en jour. Alors pourquoi la comparer à une sorte d'utopie, le plan de l'UE où la Russie capitule et l'Ukraine obtient tout? C'est assez stupéfiant. Mais ce qui me perturbe le plus, ce sont les politiciens et les journalistes. Cette posture morale qu'ils adoptent lorsqu'ils rejettent tout accord de paix et formulent des exigences extravagantes dont ils savent qu'elles ne pourront jamais être satisfaites, ce qui ne fera qu'entraîner davantage de dévastation. C'est vraiment étrange. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il faudrait faire intervenir un psychologue à un moment donné, parce que cela n'a vraiment aucun sens dans aucune théorie des relations internationales. Mais bon, nous en sommes là. C'est très simple. La posture morale continuera jusqu'à ce que les premières bombes commencent à tomber sur leur tête, et alors elle disparaîtra très vite. Ils n'ont rien à perdre, surtout les journalistes. Ils gagnent leur salaire grâce à tout cela. Donc leur seul intérêt, c'est leur argent et leur notoriété pour avoir soutenu un camp précis, un point de vue particulier. Mais tant que leur propre peau n'est pas vraiment en jeu, tant qu'ils ne sont pas menacés, s'il y a une guerre totale et que des missiles russes commencent à frapper des villes européennes, alors soudain, tout cela se renversera. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi faisons-nous partie de cette guerre? Parce que cette fois, leurs vies sont menacées.
Mais tant que ce sont les autres, en particulier des slaves de l'Est, qu'on ne considère pas vraiment comme des êtres humains de toute façon, qu'on traite de singes blancs, de barbares, de jungle, pas du jardin et tout ce genre de rhétorique, alors tout va bien. Ou, vous savez, comme vous l'avez vu avec les conseillers allemands, je ne me souviens plus du nom de cette femme, elle est la conseillère morale de l'OTAN. Eh bien, les Russes ne comprennent pas vraiment la vie et la mort comme nous. Et soit dit en passant, cela s'applique tout autant aux Polonais, aux Ukrainiens et à tous les autres. Ils ne sont pas comme nous, vous voyez? Voilà les éléments de langage, ils sont de retour sur scène. D'accord, donc une bande de pseudo-êtres humains sont en train de s'entretuer. Oui, c'est bon pour nous, ce n'est rien. Et je suis payé pour faire passer cette propagande. C'est tout un état d'esprit. C'est une question d'argent. Et c'est un racisme qui n'a jamais disparu. La russophobie, le racisme qui n'a pas disparu depuis 400 ans. Oh, je suis d'accord. Si nous nous battions avec nos propres soldats, nous aurions emprunté une voie très différente vers la paix. Mais nous nous battons avec les Ukrainiens, donc il y a là une distinction importante. Je souligne toujours que je ne pense pas que l'OTAN aime les Ukrainiens. Je pense qu'ils détestent les Russes et qu'il existe cette volonté de se battre jusqu'au dernier Ukrainien, comme l'a suggéré le secrétaire de presse de Zelensky. Je pense que c'est la principale différence entre les deux. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Thank you so much for taking the time.